c'est vrai que des crises, on en a connu. Moi, je suis un ancien de 68. En plus. C'était... Et c'est marrant parce qu'à l'époque, déjà, on disait rien ne sera jamais plus comme avant. Mais ça reste vrai. Il y a eu des changements, effectivement, notamment dans le management, après 68 et puis après les différentes crises, 73, etc. Mais la première des choses qu'on peut dire par rapport à ces crises, c'est que ça accélère les effets de mode. Les effets de mode, bon, on le sait, il y a des modes dans le management. Si on regarde la théorie, l'évolution de la théorie des organisations, depuis Taylor, le mouvement des relations humaines, après Michel Crozier avec la sociologie des organisations, etc., il y a beaucoup d'évolutions qui ont mis en avant des aspects tout à fait intéressants du management. Mais donc, il y a l'effet de mode qui vient de la pression du contexte qui fait qu'on est obligé de trouver, en tout cas de chercher des solutions. C'est le cas par exemple du télétravail. Le télétravail, ça fait 40 ans qu'on bosse dessus, c'est pas nouveau. Sauf qu'aujourd'hui, très vite, les gens commencent à dire ah, mais si c'était la solution. On est toujours en train de chercher la martingale, hein, la solution idéale. Pourquoi? Pour la motivation et l'implication des gens. Voilà. Donc le télétravail, c'est pas une solution meilleure que les autres. Tous les collègues ont écrit des articles là-dessus en disant attention, il faut préserver les équilibres entre la vie personnelle et la vie au travail. Mais on s'aperçoit que les gens qui sont trop en télétravail commencent à déprimer, décrochent de l'entreprise, perdent le sens de la collectivité, etc. Donc tout ça est une question d'équilibre. J'emploierai souvent ce terme d'équilibre. Mais donc sous la pression des événements et de la crise là, en ce moment, on a tendance à chercher là encore la solution idéale. Alors, on rabâche tous les collègues, je les entends, hein, des chefs d'entreprise, ah oui, mais rien ne sera plus comme avant. Le management, les fondamentaux resteront les mêmes. Il faudra des managers. On a essayé l'entreprise libérée, ça n'a pas forcément bien marché parce que l'absence de manager fait que vous avez des gens par manque de maturité qui n'ont pas su s'adapter et qui ont été très mal. Alors ça c'est un premier point. Il y a cet effet de mode qui est lié à la pression du contexte où on cherche des solutions et c'est bien parce que ça pousse à innover. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans le côté un peu magique. Le deuxième aspect de ces effets de mode, c'est quand même alors les pseudo-gourous, tout le monde s'improvise gourou, qui vont chercher dans les placards parfois très loin. Hein, l'entreprise libérée, ce sont des concepts très anciens, qui ne s'appelaient pas comme ça, mais bon. On va chercher des trucs très loin, on les remet au goût du jour, on les redesign, hein, on fait beaucoup de marketing autour, on écrit un bouquin, on fait des conférences, tout ça, et puis on essaie d'en tirer le maximum de business, évidemment, puisque c'est quand même le but. Voilà. En ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de tendance à ce que j'appelle depuis très longtemps la psychopapouille. La psychopapouille, c'est vraiment aimons-nous les uns les autres, c'est les bisounours, il faut mettre l'humain au centre et après tout le reste marche bien. C'est toujours la guerre entre les impératifs économiques et puis l'impératif humain, auquel j'adhère, hein, l'impératif humain bien sûr, mais pas sous cette forme où tout d'un coup tout marchera bien, si on s'aime bien. C'est les années 50 avec le mouvement des relations humaines qui a lancé ça à l'époque. Et puis il y a dernier point quand même qui est très sérieux, c'est le besoin d'innover parce que les technologies évoluent, parce que le numérique nous envahit, il faut savoir trouver la bonne position, et l'intelligence artificielle c'est bien, mais enfin j'espère que les hommes resteront intelligents tout seuls. Enfin, il faut quand même arriver à trouver encore une fois les équilibres entre toutes ces évolutions qu'il faut absolument suivre, hein, bien sûr, mais ne pas négliger aussi le fait que l'individu, c'est quand même lui qui, in fine, décide. Donc l'impact du contexte, et la crise sanitaire, c'est cette recherche en permanence de la maîtrise de la situation. Ça va mal, le bateau tangue, il y a des turbulences. C'est d'ailleurs là qu'on voit les bons pilotes, hein, qu'on voit les bons patrons, les bons managers. Donc il y a une tendance, Sam Hinsberg l'a bien étudié dans ses travaux, il y a une tendance qui montre que quand le contexte devient très compliqué, complexe ou turbulent, hein, très, très perturbé, comme on le vit aujourd'hui, il y a une tendance à un effet de levier, de balancier, sur le passage d'une
situation plutôt déconcentrée ou décentralisée pour être proche du terrain, proche des clients, etc., a une tendance à vouloir tout centraliser, en particulier la décision, en particulier le contrôle des risques, on le voit dans les banques, hein, et où effectivement les termes d'autonomie, de responsabilisation et tout ça sont vite gommés par cette nécessité de vouloir maîtriser la situation, parce que sinon on risque d'avoir des déperditions et donc des catastrophes économiques. Hein. Ça, c'est un mécanisme qu'on revoit souvent, qui est dur à vivre pour les gens, parce qu'on leur tient des discours sur l'humain au centre, l'humain doit être la priorité, etc. Et en même temps, dès que c'est un peu compliqué, on est toujours dans l'injonction paradoxale. Hein. Soyez responsables. Voilà. Mais bon, c'est plus ou moins bien vécu par les collaborateurs, par les équipes, et ça peut donner des situations où les gens fonctionnent à des vitesses différentes. Voilà. L'impact des relations interpersonnelles, hiérarchiques et tout ça est également bouleversé. C'est-à-dire que la hiérarchie, elle est toujours coincée entre le marteau et l'enclume, hein, traditionnellement, mais la hiérarchie, elle est aussi un peu paumée parce qu'elle-même, elle est dans ses injonctions paradoxales vis-à-vis d'elle, et elle les reproduit vis-à-vis des collaborateurs. Donc c'est très difficile à vivre, évidemment l'autonomie en prend un grand coup là-dedans. Voilà. Et le risque en bon clinicien que je suis, le risque c'est la morcellisation, comme on dit en psychiatrie, c'est-à-dire c'est l'éclatement, c'est chacun se replie sur soi, se protège finalement, et c'est l'éclatement du corpus social. Voilà. Et ça, c'est pas terrible, évidemment, quand on a un projet qu'on veut au contraire mobiliser et mettre du lien, du ciment entre les gens. Alors, on va s'en sortir, hein. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Il y a une capacité de résilience qui existe, mais il y aura de la casse, c'est sûr. Il y aura de la casse, il y en a déjà. Il y a des gens qui ne sont pas bien, il y a des gens qui sont perdus, il y a des gens qui perdent leur emploi, enfin, il y aura de la casse, c'est clair. Et puis on va reconstruire. Mais bon, c'est un éternel recommencement. Ça oblige, l'intérêt de la crise, et ça oblige à se reposer les questions sur la façon d'adapter son management. Alors, quand on dit management, c'est les formes de management, l'organisation, parce que vous pouvez essayer de transformer le management. Si vous ne touchez pas à l'organisation, il ne se passe rien. Voilà. Les formes de management, l'organisation, et puis la façon de gérer les ressources humaines. Parce que si vous responsabilisez, vous voulez rendre les gens autonomes, etc., et si derrière ils sont fliqués par un système de gestion des ressources humaines très, très contraignant, bon, c'est pas cohérent. C'est la cohérence entre ces trois choses qui est importante. Entre les choix de style de management que l'on veut faire, que l'on veut mettre en place pour s'adapter aux besoins, l'organisation qui doit être aussi adaptée, et puis la façon de gérer les ressources. Voilà un peu les tendances que je vois. Donc, aujourd'hui, la dimension humaine, bien sûr, est fondamentale. Et d'ailleurs, c'est un facteur clé de différenciation pour beaucoup d'entreprises. Si vous regardez les banques, ils ont tous les mêmes produits. À peu ou près, ils les habillent différemment dans le marketing, mais ils ont tous les mêmes produits. Tous disent la différence. La différenciation, elle peut se faire sur quoi? Sur le service. Alors, sur la qualité du service, la proximité avec le client, etc. Sauf qu'on ferme les agences en ce moment en disant allez sur Internet. Alors, le papy et le mamie qui ne savent pas trop, ils sont un peu paumés. Donc, c'est pareil, on a toujours un discours un peu contradictoire entre, oui, la proximité, l'attention au client, l'orientation client, etc. Et en même temps, l'organisation derrière répond plus à des exigences économiques. Mais bon, il faut arriver à trouver les bons équilibres. C'est pas facile, hein. En conclusion, si vous voulez, de tout ça, moi je dirais que le métier de manager, c'est un métier d'équilibre et d'équilibriste. C'est un peu comme le brave Sisyphe qui a été condamné à remonter le rocher tous les jours parce qu'il avait fait des bêtises. Il remonte le rocher tous les jours et tous les jours le rocher retombe. Le manager, il est là en train de remonter en permanence, recréer les conditions de motivation, recréer les conditions pour que les gens s'engagent, veiller aux conditions de performance économique, de qualité, de fidélisation du client, etc. Et ça, c'est tous les jours. C'est sans arrêt qu'il faut faire ce travail. Donc c'est un travail fatigant, épuisant,
Et il faut s'occuper des managers, il faut les aider, il faut les accompagner parce que c'est un travail difficile. Donc il faut qu'ils soient à la clé de la conservation de l'équilibre entre le social, le sociétal même, bassin d'emploi, rôle de l'entreprise dans la région, etc. Le social, le sociétal, et puis l'humain et la dimension économique. Voilà. Voilà. Donc c'est un métier difficile, le métier de manager, mais passionnant. Complètement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Merlin. Avec plaisir. Merci.